Nous sommes aujourd'hui, le vendredi 3 octobre 2025, en depuis Kinshasa. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette première édition du journal sur notre antenne. Au sommaire de cette édition en mission à Kinshasa, la duchesse britannique Sophie Reynes-Jones a rencontré le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Leurs échanges ont tourné entre autres autour de la promotion de la femme et la lutte contre les violences faites à cette catégorie de la population congolaise. L'on fait les détails dans ces reportages signés Gilles Tulumbaï. Les violences faites à la femme ne devront pas rester impunies et leurs auteurs devront être poursuivis en justice à la lumière de la résolution 1325 des Nations Unies. C'est dans cet esprit que Son Altesse Royale, la duchesse de Edinburgh, Sophie, a été reçue ce jeudi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alison King, ambassadrice du Royaume-Uni, fait le point. Cette visite, cette audience avec son Excellence le Président chef de l'État vient dans le cadre de la 10e visite de Son Altesse Royale, la Duchesse d'Édimbourg, à la demande du gouvernement britannique dans son rôle de champion de l'agenda femmes, paix et sécurité, avec le 25e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça vient à la fin d'une visite qui a duré 4 jours ici en RDC, à l'est du pays, où Son Altesse Royale a rencontré des femmes bâtisseuses de la paix à Beni, à l'est du pays, et aussi à Kinshasa. Aussi, elle s'est rencontrée avec des survivantes de la violence sexuelle basée sur le genre et liée au conflit de la RDC. L'échange avec le président, c'était pour faire des réflexions sur ce que Son Altesse a entendu de la souffrance des femmes, des enfants, et aussi de voir le rôle des femmes comme bâtisseurs de paix, comme le président avec son rôle de champion de masculinité positive pour lutter vraiment contre ce fléau de violence contre les femmes, les enfants. Son Altesse a encouragé les chefs de l'État dans sa vision de promouvoir la masculinité positive. De Kinshasa, nous partons à présent pour le Congo central où la Première ministre Julie Souminois poursuit son désemparé sa mission d'itinérance. Sur place, il a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la route Koulingongo-Kimpangu. D'autres détails dans ce reportage. 96 km de piste en terre qui va être transformée en une route revêtue d'une fois 2 voies avec un port sec adapté aux exigences du commerce moderne transfrontalier à Kimpangu, à la frontière avec l'Angola. Voilà ce qu'il y a à retenir du projet de construction de la route Kouilungongo-Kimpangu, une supplémentaire artère vitale pour la province du Congo central qui lui permettra d'affirmer son rôle de porte d'entrée économique du pays. Confié au consortium composé de China Road and Bridge Company et Technovia, ces travaux devront durer 24 mois. En début de soirée de ce mercredi 1er octobre, la Première ministre Judith Souminois a procédé au lancement symbolique de ce projet. Dans une adresse à la population rassemblée à la place de la chefferie, elle a motivé le projet. Je suis venu vous présenter le ministre et les autorités provinciales. Bientôt, les travaux vont commencer. Fini les bavardages. Au sujet du financement de ce projet, il faut retenir que l'investissement global est évalué à 160,38 millions de dollars américains, pris en charge par le Trésor public, dont 20% financés directement par le gouvernement sous fonds propres et 80% mobilisés à travers un prêt bancaire contracté par l'État avec la facilitation du consortium CRBC Technovia. Ce projet, une fois réalisé, permettra à la RDC de consolider son intégration régionale avec l'Angola et la République du Congo, en plus d'apporter aux populations locales une possibilité de mobilité accrue, des nouvelles opportunités d'emploi et des meilleures conditions de vie. À Kinshasa, le Conseil économique et social a ouvert hier sa session ordinaire d'octobre avec une ambition claire, celle d'examiner les grands enjeux du développement national dans un contexte de transition mondiale. Explication à Nimbalaka. Le Conseil économique et social a donné le coup d'envoi de sa session ordinaire d'octobre.
Dans son discours d'ouverture, le président Jean-Pierre Kiwakana Kimayala a fixé les caps en rappelant la thématique générale, la RDC face aux enjeux du développement et de la transition mondiale. Durant cette session, les conseillers de la République examineront plusieurs questions des fonds, le développement du numérique, la conjoncture économique, la réduction de la dépendance extérieure, l'entrepreneuriat agricole, le pouvoir d'achat des retraités ainsi que les défis liés au transport. Pour les présidents du Conseil économique et social, ces assises sont aussi l'occasion de mettre en avant les préoccupations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à voir la RDC s'affirmer comme un pays leader du continent dans la lutte pour le climat. Les catastrophes naturelles en République démocratique du Congo, occurrence et prévention des risques par une note technique adressée au gouvernement. 3. L'impératif de construire l'intermédiation financière locale pour autofinancer l'économie nationale. 4. Pour une réponse rapide, efficace et durable aux catastrophes naturelles en République démocratique du Congo. Également une note technique. 5. L'emploi en République démocratique du Congo. Est-ce un objectif ou une conséquence des politiques publiques? 6. La sécurisation du domaine public de l'État, état des lieux et perspectives. Les travaux se dérouleront conformément à la feuille de route adoptée lors de l'intercession avec pour objectif de proposer des pistes concrètes afin de renforcer la résilience économique et sociale du pays. L'actualité, c'est aussi le démarrage à Mi-Tendi des travaux de protection d'un pylône P8 de la ligne haute tension Inga-Kimwenza qui risque déjà de s'effondrer avec l'approche déjà de la pluie dans la capitale. Le reportage signé Cédric Nina. La chute d'un des pylônes peut entraîner d'autres. L'image est effroyable. Les pylônes haute tension numéro 8 de la SNEL SA est menacé d'écroulement au niveau des Mitendi suite à des têtes d'érosion des Madikita. Cette structure métallique de transport de l'énergie électrique comprend 3 lignes, notamment la ligne 400 kV qui va de la centrale hydroélectrique d'Inga vers les postes de Kimwenza, exploité en 220 kV, mais aussi la ligne 132 kV qui part de la centrale hydroélectrique des Zongo 2 pour alimenter les postes de Mitendi et Badiadingi. Une fois à terre, 2 tiers de la ville de Kinshasa sera plongé dans le noir. Et pour éviter ces drames, le gouvernement de la République, par l'entremise du ministère des Infrastructures, Travaux Publics, a mis les grands moyens. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banzalunda, vient de lancer les travaux de lutte anti-érosif. Des travaux qui vont durer en somme 6 mois, et ce, en présence de son collègue des ressources hydrauliques et électricité, Molendo Sakombi, qui s'est fait accompagner par le directeur général de la SNEL SA, ingénieur Teddy Luomba. Nous avons pris nos responsabilités pour protéger ces pylônes. On va utiliser les techniques les plus avancées pour que nous sortions de la zone du danger très rapidement. Et donc nous sommes en train de suivre l'instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a demandé, comme membre du gouvernement, d'être solidaires pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Il est plus qu'urgent d'anticiper sur une éventuelle catastrophe qui pourra plonger Kinshasa, du moins une bonne partie, dans le noir. Restons toujours dans cette partie de la ville, plus précisément à Mi-Tendi dans la commune de Mongafula où l'ancien projet résidentiel pour les professeurs d'université de la cité Millennium est actuellement victime des tentations d'expoliation de ses actifs fonciers depuis quelques jours. En réaction, des collectifs des membres de cette ville neuve appellent le gouvernement de la République à protéger le terrain de la cité Millennium.
spoliation. De nombreux dysfonctionnements sont constatés. Plus de 90% des souscripteurs n'ont pas encore obtenu les parcelles et 30% seulement des souscripteurs des maisons simples ont reçu les clés de leurs habitations. À cela s'ajoute la vente des biens immobiliers à des non-membres de cette organisation, en violation totale du projet. Les collectifs des membres lésés des Millennium a appelé à l'ordre et à la tenue prochaine d'une assemblée générale consacrée à l'état des lieux et perspectives de cette cité. Car les responsables de la SMIL n'ont pas tenu leurs engagements vis-à-vis des souscripteurs. Qu'ils se réservent le droit de saisir les instances judiciaires afin d'établir les responsabilités des uns et des autres. Ces collectifs demandent également aux autorités du pays d'adopter une résolution pour trouver une solution idoine à ces problèmes. Notamment en prenant des mesures conservatoires pour arrêter toute spoliation afin de préserver le patrimoine immobilier résiduel de la cité Millennium. Ce projet de construction d'une cité destinée aux professeurs d'université a été initié en 1999. Il était d'abord réservé aux enseignants de l'université de Kinshasa. Et dans les restes de l'actualité, les rôles centraux des jeunes et des femmes dans la paix et la résolution de conflits en République démocratique du Congo, les sujets au cœur d'un dialogue intergénérationnel pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. C'est là l'initiative de l'ONU Femmes. D'autres détails dans ce reportage. C'est pour réaffirmer le rôle central des femmes et jeunes au cœur des négociations, des dialogues de paix et des efforts de reconstruction en RDC par des solutions de paix tangibles et durables qui a eu lancement à Kinshasa du dialogue intergénérationnel sur la paix et la sécurité en RDC. Cette activité est aussi l'occasion de lancer le mois des résolutions 1325 sous le thème « Quand les femmes dirigent, la paix s'installe », comme le confirme la ministre de Gens, Famille et Enfants, Micheline Ombaye Kalama. Quand les femmes sont dans la salle, quand les salles sont dans la salle où les choses se décident, les processus avancent différemment. La paix avance différemment, la paix avance plus vite. Donc voilà, c'est vraiment des conversations importantes, surtout dans la période actuelle que traverse la RDC. Un panel vraiment impressionnant avec des femmes d'expérience qui ont vécu dans leur chair, dans leur expérience, il y a assez longtemps leur propre participation à des processus de paix. Et puis des jeunes qui sont très avides de jouer leur rôle, d'être invités à ces tables, mais aussi avides d'entendre ces expériences du passé de ces personnes qui ont vécu ça dans le passé. Cette activité offre une opportunité unique de consolider le dialogue entre les femmes et les jeunes afin d'amplifier le voix de ces deux acteurs dans la construction d'une paix durable et inclusive. Le département femmes, familles et enfants de l'église du Christ au Congo s'est mobilisé pour venir en aide aux sinistrés des dernières pluies diluviennes qui se sont abattues dans la ville de Kinshasa. On en parle dans ce reportage de Sini Marie Chimène Kamoka. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa dans la nuit du 4 au 5 avril 2025 étaient à la base des conséquences désastreuses, notamment des pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables. Plusieurs quartiers de la capitale ont été durement touchés par les inondations meurtrières, citant à titre illustratif des quartiers environnants de la rivière Ndjili. 5 mois plus tard, le département femmes, familles et enfants de l'église du Christ au Congo ECC, sous la supervision de Lucie Thérèse Mpungankanga, chargé des projets, vient d'apporter une assistance humanitaire aux ménages victimes de cette calamité naturelle. Cette assistance humanitaire remise aux sinistrés des inondations était composée de vivres et non-vivres, ainsi que des enveloppes en vue de redonner le sourire à ses compatriotes congolais. Ces gestes de générosité du département femmes, familles et enfants de l'ECC contribuera au bien-être des victimes et permettra une motivation mentale. Le révérend pasteur Martin Mamboula a reconnu que cette action est un motif de réconfort moral et va tant soit peu redonner de l'espoir de vivre aux sinistrés. L'ECC Kinshasa a reçu le département Femmes et Familles de la présidence de l'ECC nationale. Et ce département Femmes et Familles a pensé au moins aux sinistrés du 4 au 5 avril. Nous les encourageons avec de telles initiatives. C'est effectivement ce que Jésus a dit. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. Vous savez, donner quelque chose à ceux qui en manquent,
c'est une bénédiction. Le département Femmes, Familles et Enfants de l'ECC est une structure qui met en avant le leadership féminin et travaille d'arrache-pied en vue de la promotion du bien-être des familles à travers des actions sociales et humanitaires. Et le ministre du Tourisme, Didier Mazinga Mukontu, s'est entretenu avec les diplomates serbes près de la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Cameroun, le Tchad, ainsi que la Centrafrique en poste en République démocratique du Congo. Leurs échanges ont tourné autour de préparatifs, la participation de la RDC à l'Expo 2027 Belgrade, prévue pour le 15 mai au 15 août 2027. On en parle dans ces reportages. Le ministre du Tourisme, Maître Didier Mazinga Mukontu, a échangé ce jeudi 2 octobre en son cabinet de travail à Kinshasa-Gombe avec Miroljub Jeftic, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Serbie près de la RDC, la République du Congo, le Cameroun, le Tchad et la République centrafricaine basée ici à Kinshasa. En toile de fond, le raffermissement des relations d'amitié et de coopération bilatérales dans le secteur du tourisme entre Kinshasa et Belgrade, la participation de la RDC parmi les 145 pays invités à l'Expo Belgrade 2027 et la signature prochaine d'un accord de coopération en matière de tourisme entre les ministres congolais du tourisme et son homologue serbe. Après l'arrivée au pouvoir de son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, le premier voyage qu'il a effectué en Europe, c'était le voyage en Serbie. Donc, ils ont eu, mon président et votre président, les rapports vraiment fraternels. Ils sont toujours au contact. Ils se sont vus, c'était à la télévision congolaise, ils se sont vus en marge de Nations Unies qui vient de se dérouler il y a quelques jours. Il a par ailleurs rappelé qu'il existe en Serbie une université d'État et une grande avenue baptisée au nom de Patrice Emery Lumumba, les héros nationaux congolais. D'une audience à une autre, le ministre du Tourisme a reçu Lorraine Lusamba Kazadi, ministre provincial du Haut-Katanga en charge de l'économie, transport, commerce et tourisme, venu pour participer au préparatoire à la 5e édition de la Semaine congolaise du tourisme prévue du 13 au 17 octobre prochain à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Le Haut-Katanga est prêt à accueillir la Semaine congolaise du tourisme et il n'y aura pas que des invités qui viennent du Haut-Katanga car sont attendus les 26 ministres provinciaux de tourisme de la République, également des invités internationaux. Cet événement sera une occasion pour faire du tourisme un véritable levier de la diversification de l'économie congolaise. Et le nom vient maintenant à cette opération de déploiement sur le terrain des inspecteurs de la police. Question d'accompagner la lutte contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa, l'inspection générale de la police nationale congolaise déploie ses inspecteurs. Sur instruction du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le commissaire divisionnaire principal, Philomon Patience Mouchidiave, inspecteur général de la police nationale congolaise, a lancé une mission sur le terrain. L'objectif est de s'assurer de l'effectivité de l'appui de la 14e région militaire à la police des circulations routières dans la ville de Kinshasa, et ce, dans le cadre de la lutte contre les embouteillages persistants. Avant leur descente sur le terrain, les inspecteurs ont été briefés dans la salle des réunions du cabinet de l'IGPNC. Le général Mouchidiave a donné des instructions claires insistant sur les attentes précises de cette opération. Les inspecteurs déployés ont pour mission d'évaluer ces dispositifs mis en place par l'autorité. Se rassurer du bon déroulement de la mission que l'autorité a donnée à la police nationale et aux amis de la 14e région militaire. Les inspecteurs sont sur le terrain pour prévenir les abus et la violation des droits de l'homme. Ça, nous ne pouvons pas oublier. Répartis dans 4 districts de la capitale, ces inspecteurs se sont rendus sur le point stratégique où la 14e région militaire appuie la PCR à travers ses unités de la police militaire. Démarrage depuis quelques jours également à Kinshasa de contrôle obligatoire des véhicules dans les centres agréés. Question de garantir la sécurité des usagers de la route. Reportage.
Le gouvernement provincial de Kinshasa, par le biais de son ministère en charge des transports et de la mobilité urbaine, que dirige Bob Amisoyo Kalumbila, fait de la réglementation du contrôle technique des véhicules automobiles et remorques en circulation dans la capitale congolaise, l'un des axes phares des affaires des routes gouvernementales dans le secteur du transport routier, garde la lutte effrénée contre les accidents de la circulation causés par les défaillances techniques dans la ville-province Kinshasa. Fort de cette ferme volonté républicaine avérée d'offrir aux usagers routiers quinois des meilleures conditions de mobilité urbaine en leur garantissant la sécurité sur la route, par le biais du bon état des véhicules et assurer la conformité du parc automobile quinois aux normes techniques nationales et internationales reconnues en la matière, le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine de Kinshasa, Bob Amiso, a rendu public en date du 23 septembre dernier le communiqué officiel numéro 015/2025 rendant obligatoire du 29 septembre au 3 novembre 2025 les contrôles techniques des véhicules dans les différents centres agréés par l'hôtel de ville de Kinshasa, dont la mise en exécution est confiée à la régie de fourrière des contrôles techniques des véhicules de Kinshasa, RFCK, une structure provinciale créée par arrêté ministériel numéro SC-0072 du 20 mars 2025 du gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, un communiqué qui a été pris également pour protéger l'environnement en limitant les émissions polluantes des véhicules non conformes. Ce communiqué officiel qui a été pris en conformité avec la loi numéro 078 du 30 août 1978 portant nouveau code de la route à l'annexe 1 de son titre 2 qui respecte les prescrits de l'arrêté ministériel numéro 409 du 12 novembre 2011 modifiant celui numéro 49 du 7 janvier 1998 dans ses articles 1er, 2 et 8 du chapitre 1er a été prise pour protéger l'environnement en limitant les émissions polluantes des véhicules non conformes qui roulent dans les différentes artères de la ville-province Kinshasa. Et dans le reste de l'actualité, la ministre des Affaires foncières s'est entretenue en tour à tour avec les représentants régionaux de l'ONU Habitat, ensuite avec les chargés d'affaires de l'Union européenne en poste en République démocratique du Congo. D'autres précisions dans ce reportage. La modernisation du secteur foncier et la prévention des conflits liés à la terre, voilà ce qui a été au cœur des échanges entre la ministre des Affaires foncières, Onej Ntsele, et les représentants régionaux d'ONU Habitat, Claude Albert Mundehe Ngomsi. Il était question que nous puissions lui faire le point de ce que nous avons mené jusqu'à ce jour, mais également l'écouter pour avoir ses priorités et les orientations qu'elle voudrait bien donner. Cette dynamique, donc, non seulement de l'accompagnement de la mise en œuvre de la dite réforme foncière à travers ses piliers. Depuis plusieurs années, l'agence onusienne appuie la RDC, notamment à travers le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies qui intervient des conflits fonciers autour des redevances foncières. Onej Ntsele n'entend pas s'arrêter là. Fidèle à sa méthode d'ouverture et des concertations, la ministre des Affaires foncières a également échangé avec le chargé d'affaires ad intérim de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Fabrice Basile. L'Union européenne, quant à elle, s'est disposée de soutenir la modernisation du cadastre et de la gestion foncière, un secteur vital pour l'économie de la République démocratique du Congo, les infrastructures et la protection des forêts. C'est appréciable de voir une ministre avec une idée et des perspectives de réforme. Nous avons discuté des perspectives éventuellement de coopération afin de pouvoir améliorer la législation en vigueur. Une réunion technique avec les experts européens est déjà prévue pour définir les modalités concrètes de ces soutiens. Toutes ces rencontres rentrent dans le cadre de la réforme foncière en République démocratique du Congo, tel que le souhaite le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision. Et puis l'égalité des genres, ce thème principal a été abordé aux assises de la jeunesse tenues à Paris. Nous sommes là en France. Le délégué du Parlement des jeunes congolais a fait la restitution de cet événement lors d'un atelier tenu à Kinshasa. Reportage. Cet atelier au siège de la MONUSCO a réuni les jeunes des différents coins de la RDC. Organisé par l'UNESCO, il était consacré à la restitution des résultats de la 5e édition de l'atelier de renforcement des capacités des jeunes, des associations et clubs
pour l'UNESCO tenue à Paris en juin 2025. Restitution faite par le président des jeunes membres de l'association du Parlement des jeunes, Hissène Ngoïndala, l'égalité des genres, concept encore bien explicité lors de ces assises. Elle n'est pas seulement un droit humain universel, mais également une condition préalable au développement durable, à la paix et à la prospérité partagée. À cette occasion, le président du Parlement des jeunes, Hissène Ngoïndala, et les représentants du ministre de la Jeunesse ont tour à tour reconnu que malgré les avancées réalisées, les inégalités persistent encore dans de nombreux domaines, l'accès à l'éducation, la participation politique, l'autonomisation économique et la lutte contre les violences basées sur le genre. À son tour, Marie-Noël Michika, parlant au nom du représentant résident de l'UNESCO, a à juste titre salué le rôle que ces jeunes parlementaires sont appelés à jouer en RDC pour traduire les engagements internationaux en loi, en politique publique et en actions concrètes. Madame Michika, l'UNESCO soutient les pays dans leurs efforts visant à réduire les écarts entre les genres et à bâtir des sociétés pacifiques, inclusives et résilientes avant de renchérir sur l'égalité des genres qui n'est pas une affaire des femmes uniquement, elle est l'affaire de toute la société à unir les efforts pour faire avancer ces combats. Le football, Montbleu de l'Itourie est sacré champion de la première édition du tournoi de la paix qui s'est joué sur place à Bunia. Il a remporté la coupe face au cercle sportif Eldorado. Reportage. La province de l'Itourie, longtemps marquée par l'insécurité, est placée sous l'état des sièges. À sa tête, le lieutenant-général Lubouaka Chamadjoni, qui poursuit inlassablement l'objectif de ramener la paix et la stabilité. Lentement, mais sûrement, les efforts commencent à porter leurs fruits, la sécurité s'améliore et avec elle réunissent la cohésion sociale et la vie culturelle. Parmi les catalyseurs de cette renaissance, le football occupe une place de choix à Bougnan. Il est devenu un véritable vecteur des rapprochements social, mais aussi des réconciliations communautaires, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui voit d'abord un instrument de paix durable. L'affiche du jour, un derby au sommet entre les deux titans de la province, Montbleu et Eldorado, un match sous haute intensité qui a vu le montagnard des Montbleu l'emporter. Ce tournoi s'inscrit dans le cadre de la Coupe de la paix et de la cohabitation pacifique et elle traduit sur les terrains l'amélioration progressive de la situation sécuritaire dans la région. Particularité de cette édition, c'est la participation de l'équipe venue d'autres provinces, notamment la Senyuki de Butembo dans le Nord Kivu, un signe fort d'ouverture et de fraternité interprovinciale. Depuis 4 ans, de tels rendez-vous sportifs et culturels sont organisés à Ituri. Ils constituent de véritables espaces de dialogue, des rencontres et des partages entre différentes communautés. Une dynamique qui consolide jour après jour l'espoir d'une paix durable, d'un avenir commun pour toute la province. Nous allons nous attarder cette fois-ci à ces cafés stratégiques. Il s'agit là d'un espace d'échange unique organisé par la synergie des mouvements d'observation citoyenne électorale. Question d'analyser, de réfléchir sur des réformes électorales mises en place suivant les contextes des différents secteurs de la vie nationale. Explication Rodéponda. Les cafés stratégiques de ce mardi 30 septembre 2025, organisés par la CIMOCEL, entendez Synergie, l'émission d'observation citoyenne électorale, étaient essentiellement consacrés aux réformes électorales suivant les contextes des différents secteurs de la vie nationale, notamment les contextes politiques dans le cadre du fonctionnement des institutions du pays, l'aspect sécuritaire dominé par l'instabilité causée par les groupes armés irréguliers et l'agression rwandaise sous couvert de l'AFC M23, l'économie et le social. Le coordonnateur de la CIMOCEL, Luc Luntala, précise l'essentiel de cet état des lieux. Les élections ont pour mission de doter un pays des animateurs des institutions qui sont stables, et qui travaillent pour donner des solutions aux problèmes de la population. Et donc, nous faisons un état des lieux à la fois sur les aspects politiques, institutionnels, économiques, sécuritaires et sur le niveau social. Nous sommes en train de travailler actuellement afin de faire des propositions au gouvernement pour que le gouvernement, premièrement, prenne conscience de cet état et deuxièmement, prenne des mesures qui s'imposent pour essayer de rétablir
la confiance avec la population. Nous sommes aussi engagés à travailler sur le terrain, à mobiliser la population sur des projets concrets de développement pour les amener à changer et améliorer leurs conditions de vie. Les organisations de la société civile exhortent le gouvernement de la République à prendre des mesures susceptibles à renforcer la confiance de la population. Et avant de se quitter, la régie de sa direction régionale de Kinshasa Ouest informe ses abonnés des parties ouest et centre de la ville de Kinshasa que son usine de traitement d'eau de l'ozone est en arrêt. C'est vendredi 3 octobre 2025 suite à un défaut sur la électrique qui alimente la station de captage d'ozone. Par conséquent, les perturbations sont observées dans la fourniture d'eau potable dans les communes et quartiers ci-après: Montfléry, Macampagne, Joli Parc, Jamaïque, Camp, Munganga, IPN, Delvaux, Njelobinza, Sanga, Mamba, Mimosa, Kitambo, Bandal, Ngiri, ainsi que Bumbu. La régie des USA prie les abonnés concernés de bien vouloir l'esquiser pour ces désagréments. Les rassure que l'équipe d'intervention de la SNEL est déjà à pied d'œuvre pour le rétablissement rapide de la desserte en eau potable dans cette partie de la ville de Kinshasa. Cette nouvelle nous est livrée par le directeur régional de la régie des eaux Kinshasa Ouest, ingénieur Raymond Matundumpaka. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ces matin. Merci à vous de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci également à nos équipes, à la rédaction et à la régie, notamment à Pecho Moubenga, Mamita Bangoulou, ainsi qu'à Yannick Yangumba, Joël Piango, Chikebu Pendou et Alain Ngalia, grâce à qui nous avons pu vous informer. Restez avec nous, l'actualité continue en français également dans les autres langues de diffusion. D'ici là, bon début de week-end à toutes et à tous. Oh, père, est ça ok? Ok, mère. Chérie de vous, là, Mata. Où comme ça va? Comment vous voyez bien? Quand on va les temps, Mata.